Si je vous demande quel est le plus lourd dinosaure à avoir existé, il est fort probable que vous me parliez d'un dinosaure appartenant à la famille des sauropodes, famille réputée notamment pour la grande taille des animaux la constituant. Certains diront Argentinosaurus, d'autres diront Paralititan. En revanche, si je vous demande quel est le plus léger dinosaure à avoir existé, ça devient tout de suite plus compliqué. Il n'est pourtant pas nécessaire de jeter un œil dans les archives fossiles pour le retrouver, suffit d'aller aux Bahamas. Le Melisouga elenae, aussi appelé colibri abeille ou colibri d'Hélène, est connu pour être le plus léger des dinosaures avec seulement 1,6 g à son actif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à nos amis les colibris. Ah, les colibris, des animaux vraiment surprenants. Je précise qu'en utilisant ce terme, je désignerai toutes les espèces de Trochilidés. Composée de plus de 300 espèces, cette famille, aussi appelée colibri ou oiseau-mouche, est caractérisée par un métabolisme très élevé, une très petite taille allant de 2 à 20 cm ainsi que de 2 à 20 grammes, une capacité d'apprentissage du chant rare chez les oiseaux, mais surtout une façon de voler très spéciale. Ils sont capables pour les plus petites espèces de faire plus de 70 battements d'ailes par seconde. Ce sont les seuls oiseaux à pouvoir voler en arrière et pratiquer le vol stationnaire. Ce dernier leur permet de rester stables quand ils se nourrissent du nectar d'une fleur, qui compose une immense partie de leur régime alimentaire, dont le reste est constitué de petits insectes et de sève. Et oui, à l'instar de certains insectes, les colibris permettent à certaines plantes de se reproduire en les butinant. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de leur régime alimentaire. Les oiseaux-mouches ont besoin de se nourrir très souvent, plusieurs fois par heure. En une journée, les colibris mangent en moyenne leur propre poids en nourriture. Imaginez si c'était le cas pour mon espèce. Pour un magnifique gigantoraptor de 8 mètres de long et de 2 tonnes, je devrais manger 2 buffles africains. Oui, 2 buffles africains par jour. Bref, revenons aux colibris. Ces petites bestioles, ça vit dans tous les environnements. On les trouve par contre uniquement sur le continent américain, de l'Alaska au sud de l'Amérique du Sud. Mais à part ça, qu'est-ce qu'une telle famille peut avoir d'intéressant, me demanderez-vous? Eh bien, certains colibris, malgré leur petite taille, défendent avec ferveur leur territoire et se bagarrent souvent avec leurs congénères. Et puis, ils ont un métabolisme très surprenant. Une espèce de colibri, le colibri à gorge bleue, est connu pour effectuer environ 1260 battements de cœur par minute. À part ça, il faut savoir que se nourrir la nuit n'est pas une mince affaire pour nos amis. Et vous savez très bien la quantité de nourriture qui leur est nécessaire pour leur survie. Chaque nuit, ils ralentissent leur métabolisme et se mettent dans un état de léthargie au point de réduire de 30 degrés leur température corporelle. Leur rythme cardiaque diminue drastiquement jusqu'à atteindre des niveaux parfois inférieurs à celui des humains. Environ 70 battements par minute pour les humains et 50 pour les colibris qui font dodo. Calculons maintenant l'équivalent chez les humains. Mettons que le cœur d'un homme fasse 70 battements par minute en état normal. Mettons que celui d'un colibri soit égal à 1200 battements dans les mêmes circonstances. En état de léthargie, celui d'un colibri atteindra selon nos chiffres 50 battements à la minute. Pour 1200 battements en action, nous en avons 50 en léthargie chez le colibri. Or, 1200 divisé par 50 est égal à 24. Donc le nombre de battements par minute chez le colibri en action est 24 fois supérieur à celui en état léthargique. Imaginons que l'homme ait besoin, lui aussi pendant son sommeil, d'un état léthargique proportionnel à celui du colibri. 70 divisé par 24 est égal à environ 3 battements de cœur par minute au dodo. En même temps, avec un cœur représentant 2,4% de leur masse corporelle, les colibris sont bien placés. Ces animaux ont même un dieu aztèque qui leur est associé. Oui, Huitzilopochtli. Oui, bon, ça s'écrit comme ça, maintenant, débrouillez-vous. Il existe aussi un géoglyphe de Nazca représentant un oiseau-mouche. Rien que ça. Bon, je me suis dit que vous parler des colibris sans vous les présenter, c'est un peu exagéré quand même. Alors nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous donner 3 espèces de colibris ma foi fort sympathiques qui vont me permettre d'illustrer certaines habitudes comportementales ou phénomènes liés aux oiseaux-mouches. Je vais parler de migration, du mécanisme de convergence évolutive, ainsi que de dimorphisme sexuel, les 3 étant très présents chez les colibris. Rien ne sert d'attendre, alors poursuivons de ce pas. Certains oiseaux-mouches sont parfois obligés de migrer, mais
peu le fond comme celui dont je vais vous parler. De son petit nom, Selasphorus rufus, le colibri roux est connu comme étant le plus grand migrateur chez les oiseaux-mouches. Comme je l'ai indiqué subtilement par un texte il y a quelques secondes, cet animal migre depuis l'Alaska jusqu'à, pour les plus téméraires, le centre du Mexique, souvent sans aucune halte. Ça fait quand même un bon bout de trajet pour un si petit zozio. Les mâles sont aussi réputés pour être très agressifs et défendent avec ferveur leur territoire. Dites-moi, chers spectateurs curieux, vous souvenez-vous de la convergence évolutive? Non. La convergence évolutive est le mécanisme évolutif expliquant les ressemblances morphologiques parfois comportementales entre des espèces soumises aux mêmes contraintes environnementales. Eh bien, le colibri gorge rubis, de son petit nom Archilochus colubris, outre le fait qu'il s'agisse du colibri le plus répandu en Amérique du Nord, si ce n'est dans le monde, est connu pour être souvent confondu avec un gros papillon, le morosphinx. Ici, nous avons affaire à un sérieux cas de convergence évolutive, si grand qu'il en devient parfois difficile de distinguer l'oiseau de l'insecte. Ils font à peu près la même taille, ils pratiquent tous deux le vol stationnaire, les deux butinent. Quoi de mieux pour illustrer ce phénomène ? Le dimorphisme sexuel, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont les différences morphologiques entre un mâle et une femelle d'une même espèce. Par exemple, sur ces photos, nous pouvons voir une femelle à droite et un mâle à gauche. Eh bien, chez les oiseaux-mouches, le dimorphisme sexuel est très présent, mais pour l'illustrer, j'ai décidé de vous parler d'une espèce en particulier, j'ai nommé le colibri à gorge noire. De son petit nom Archilochus alexandri, le nom vernaculaire de cette espèce lui est donné par la tête des mâles, de couleur noire avec une pointe de violet sur le bas de la gorge. Les femelles, quant à elles, ont la tête toute blanche, elles sont en moyenne plus grandes et sont souvent confondues avec des mâles immatures. Et c'est sur cette espèce que je conclus cette vidéo. Les oiseaux-mouches sont des animaux fascinants. Leurs capacités comme le vol stationnaire ou leur métabolisme surprenant font de ces oiseaux des créatures uniques dans le monde avien. Et j'espère sincèrement que vous aurez appris 2-3 petites choses au sujet de ces oiseaux uniques en leur genre. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires.